Joseph Goebbels, l'ascension du maître propagandiste. Paul Joseph Goebbels est né le 29 octobre 1897 dans la petite ville de Reit, dans l'ouest de l'Allemagne. Sa famille était humble. Son père, Fritz Goebbels, travaillait dans une usine de mèches locale et est finalement devenu contremaître. Sa mère, Katharina Maria Odenhausen, était à moitié néerlandaise et fille d'un forgeron. Joseph et sa mère ont eu un lien fort qui a duré toute sa vie. Les Goebbels étaient de fervents catholiques romains, et malgré les rumeurs plus tard dans la vie de Joseph selon lesquelles ils avaient des ancêtres juifs, ils appartenaient fermement à la classe moyenne inférieure. En 1909, ils ont même réussi à acheter un piano, signe qu'ils s'efforçaient d'obtenir de meilleures choses. Cependant, le salaire annuel de Fritz n'était que de 4000 marks, et il n'avait pas d'économie. Ainsi, Joseph a grandi sans beaucoup de richesse et a passé ses premières années à essayer de gravir l'échelle sociale et financière. Goebbels a souffert de problèmes de santé dans son enfance, notamment d'un pied-botte résultant d'une ostéomyélite, un gonflement de la moelle osseuse. Cette condition a déformé de façon permanente sa jambe et il a également lutté contre des problèmes pulmonaires. Ces problèmes de santé ont alimenté des insécurités et un manque d'athlétisme, ce qui a profondément affecté sa psychologie. Ces limitations physiques ont même conduit à son rejet du service militaire au plus fort de la Première Guerre mondiale, un coup qui a façonné une grande partie de sa vie ultérieure. Ces écrits révèlent souvent un homme qui tente de surmonter ses défauts physiques à travers ses activités dans la littérature et la politique. Alors que Goebbels atteignait l'adolescence et le début de l'âge adulte, le monde autour de lui était dans le chaos. L'été 1914 marque le début d'un conflit majeur alors qu'une crise régionale dans les Balkans se transforme en une guerre à grande échelle impliquant toutes les grandes puissances européennes. D'un côté, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et la Russie, les États-Unis rejoignant ces puissances alliées en 1917. En phase 2, les puissances centrales se composaient de l'Empire allemand, de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire turc-ottoman. Du rejet au ressentiment, la formation d'un propagandiste nazi. Ayant grandi dans l'ouest de l'Allemagne, Goebbels voyait souvent des soldats allemands dans des trains se dirigeant vers le front occidental dans le nord-est de la France. Là-bas, de 1914 à 1918, une grande partie des combats ont impliqué une guerre de tranchées brutale. Le rejet par l'armée pendant ces années critiques a profondément affecté le jeune Goebbels. L'Allemagne a finalement perdu la guerre en novembre 1918 et a été soumise à de durs traités de paix en 1919, collectivement connus sous le nom de traité de Versailles. Ce traité a pris beaucoup de terres à l'Allemagne pour aider à former la Pologne, un nouveau pays à l'Est. En vertu du traité de Versailles, l'Allemagne a également dû payer beaucoup d'argent à la France et à la Grande-Bretagne pour avoir déclenché la guerre et a été forcée de réduire drastiquement la taille de son armée. Le traité interdisait également à l'Allemagne d'avoir des forces militaires en Rhénanie, une région occidentale du pays. Ces conditions ont été négociées par le gouvernement de la Nouvelle République de Weimar, du nom de la ville où elle a été établie au début de 1919. Au fil du temps, Weimar est devenu un terme de dédain utilisé pour décrire ceux qui ont négocié la défaite de l'Allemagne. Ces négociateurs ont été durement qualifiés de criminels de novembre. La vie de Goebbels au cours de ces années a eu une grande influence sur la formation de son avenir. À un moment donné, il a même pensé à devenir prêtre, mais il s'est progressivement éloigné des fortes croyances catholiques de sa famille. Il a étudié dans plusieurs universités, dont Bonn, Munich, Würzburg et Fribourg, et a finalement obtenu un doctorat en philologie allemande de l'université de Heidelberg en 1921, alors qu'il n'avait que 24 ans. Il publia plus tard cet ouvrage, l'un des 14 livres qu'il écrivit en 1940. Au cours de ces années d'université, au début des années 1920, Goebbels s'est plongé dans le monde de l'expressionnisme et du romantisme allemand, tentant de se tailler une carrière d'écrivain. Son roman, Michael, un destin allemand en forme de journal publié en 1923, reflète son nationalisme profondément enraciné et son idéalisme romantique, mais il ne parvient pas à obtenir les éloges qu'il recherchait si désespérément. Ce manque de reconnaissance dans le monde littéraire le laisse profondément désillusionné, alimentant une amertume qui sera plus tard redirigée vers ses ambitions politiques. Après Heidelberg,
Goebbels a essayé de se faire un nom en tant que journaliste, romancier et dramaturge au début des années 1920, mais n'a pas rencontré beaucoup de succès. Sa situation était quelque peu similaire à l'ambition ratée d'Hitler de devenir aquarelliste. Goebbels voulait réussir dans les arts et la littérature, mais il n'arrêtait pas de se heurter à des obstacles. En 1923 et 1924, il devient de plus en plus frustré et désillusionné, tout comme beaucoup d'autres jeunes Allemands après la guerre. Pendant ce temps, Goebbels a été attiré par un nouveau parti politique controversé en Bavière, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ou Parti nazi, créé à Munich en 1920. Le parti visait à renverser les termes durs du traité de Versailles, à reconstruire et à étendre l'armée allemande et à récupérer des territoires en Europe de l'Est. Dès le début, le parti était farouchement antisémite, visant à exclure complètement les Juifs de la vie allemande. Mené par un jeune Autrichien nommé Adolf Hitler, les nazis ont même tenté de prendre le pouvoir avec un coup d'État manqué à Munich le 8 novembre 1923, connu sous le nom de Putsch de la Brasserie. Le soulèvement a été rapidement étouffé, et Hitler et plusieurs de ses associés ont été arrêtés et jugés pour trahison en mars 1924. De porte-parole du parti à propagandiste d'Hitler, l'ascension de Goebbels dans le parti nazi, l'échec de l'insurrection de 1923 aurait pu susciter l'intérêt de Goebbels pour le parti nazi. Tout au long de l'année 1924, il s'implique de plus en plus dans les groupes politiques de droite. Son virage vers des opinions radicales aurait pu être influencé par les troupes françaises et belges occupant la région de la Ruhr en Allemagne de l'Ouest de janvier 1923 à août 1925, après que l'Allemagne n'ait pas payé les réparations de guerre. Le 22 octobre 1924, la police belge perquisitionna la maison de la famille Goebbels à Reit, et Goebbels fut interrogé par la police d'occupation le lendemain. Peu de temps après, en novembre 1924, il écrivit un article dans un journal appelant à la libération anticipée d'Hitler de prison. Hitler a été libéré en décembre 1924, et à ce moment-là, Goebbels avait rejoint le parti nazi, entamant une relation qui allait définir le reste de sa vie. L'implication de Goebbels dans le parti nazi s'est considérablement accrue par la suite. Une grande partie de ce que nous savons de sa vie à partir du milieu des années 1920 provient de ses propres journaux intimes, qu'il a tenus de 1923 jusqu'à sa mort en 1945. Ces journaux, qui s'étendent sur 32 volumes en version imprimée moderne et n'ont été entièrement disponibles qu'après 2008, offrent une vue détaillée de sa vie, de sa carrière et de ses pensées. Ils donnent également un aperçu de la pensée et des actions d'Hitler au cours de son ascension au pouvoir, ce qui en fait une ressource inestimable pour comprendre cette période de l'histoire. Les journaux intimes fournissent beaucoup d'informations sur les premières années de Goebbels dans le parti nazi. Les journaux intimes fournissent beaucoup d'informations sur les premières années de Goebbels dans le parti nazi. Initialement, il était sous l'aile de Gregor Strasser, un membre influent qui dirigeait une faction du parti plus socialiste et anticapitaliste, différente des vues plus à droite d'Hitler. Grâce à l'influence de Strasser, Goebbels est nommé porte-parole du parti en Rhénanie, sa région natale, en 1924. C'est aussi à cette époque qu'il a commencé son travail de propagandiste, écrivant et éditant pour le journal du parti, le Völkischer Beobachter, ou l'Observateur du peuple. Au milieu des années 1920, Goebbels se retrouva au centre d'une lutte de pouvoir au sein du parti nazi sur son orientation future. Ce conflit opposait Hitler, qui prenait une position antisémite et nationaliste forte, avec seulement un léger clin d'œil au socialisme, et Strasser. Les journaux intimes de Goebbels montrent qu'il était déchiré entre les deux. Il appréciait l'accent mis par Strasser sur les questions sociales, mais a commencé à se pencher vers les idées d'Hitler après avoir lu le livre antisémite d'Hitler, Mein Kampf, ou Ma lutte, qu'Hitler a écrit en prison après l'échec du putsch de la Brasserie en 1924, dont le premier volume est sorti en 1925. À la fin de 1925, Goebbels se rangea de plus en plus du côté d'Hitler. Consolider le pouvoir. L'influence de Goebbels grandit dans le parti nazi. Après plusieurs rencontres avec le charismatique Adolf Hitler lors d'une conférence du parti à Bamberg, dans le nord de la Bavière,
Le 14 février 1926, Goebbels s'engage pleinement avec le leader nazi. Il a été suggéré que Goebbels, peut-être un narcissique extrême, cherchait l'affirmation et l'approbation d'un leader fort, eux qui expliquent ses efforts intenses pour gagner les faveurs d'Hitler. Cette quête d'approbation marqua leur relation pendant les 20 années suivantes, le soutien de Goebbels frôlant le fanatisme. Reconnaissant sa loyauté et son influence croissante, Goebbels est nommé Gauleiter, ou commandant régional de Berlin au sein du parti nazi en août 1926, un rôle qu'il occupe jusqu'à sa mort en 1945. À Berlin, Goebbels a mis au point de nombreuses techniques de propagande qui définiront plus tard les nazis. Il a utilisé de grandes affiches accrocheuses avec des couleurs rouges et noires audacieuses et le symbole de la croix gammée. Il lança également un journal du parti appelé Der Angriff ou L'attaque et orchestra une campagne de violence et d'intimidation. Goebbels ordonna à la SA, l'unité paramilitaire nazie, de mener des actes d'agression et de semer le trouble dans les brasseries de Berlin, renforçant ainsi l'influence du parti dans la capitale. Grâce à ces efforts, Goebbels a été élu au Parlement allemand, le Reichstag, lors des élections du 20 mai 1928. Sa victoire était inattendue car les nazis n'ont pas obtenu de bons résultats lors de cette élection, en particulier dans les villes, et leur soutien était principalement dans la région de Munich en Bavière et dans certaines régions rurales. Malgré leur piètre performance globale, Goebbels était clair sur son point de vue sur l'utilisation du système démocratique à son avantage, déclarant « Nous entrons au Reichstag afin que nous puissions nous armer des armes de la démocratie de son arsenal. Nous deviendrons députés au Reichstag pour que l'idéologie de Weimar nous aide elle-même à la détruire. » L'idée de Goebbels de saper la République allemande de l'intérieur du Parlement aurait pu sembler irréaliste, compte tenu des faibles résultats électoraux des nazis en 1928. Mais les choses ont commencé à changer en 1929. Après une période de croissance économique dans les années 1920, le marché boursier américain a commencé à s'effondrer, ce qui a conduit à un krach important à l'automne 1929. Le 25 octobre, la plus grande vente d'actions en une journée de l'histoire des États-Unis a eu lieu, marquant le point culminant du krach de Wall Street et le début de la Grande Dépression. Cette crise mondiale a durement frappé l'Allemagne, toujours aux prises avec la dette de guerre et d'autres problèmes. Alors que l'économie allemande souffrait et que de nombreux Allemands perdèrent leur emploi ou leurs économies, les messages de ressentiment et de xénophobie du parti nazi ont commencé à résonner davantage, ce qui a conduit à une augmentation de leur popularité. Surfer sur la vague de mécontentement, l'essor électoral du parti nazi au début des années 1930. En 1930, un changement majeur s'est produit dans la politique allemande. Des élections étaient prévues pour le 14 septembre et Goebbels a joué un rôle clé dans la campagne nazie. Il a concentré leur message sur l'opposition aux termes durs du traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale et a continué à peser sur l'Allemagne. Les nazis ont tenu des milliers de réunions à travers le pays pour diffuser leur message. Les résultats de l'élection ont été stupéfiants pour les nazis. D'un parti mineur aux élections de 1928, il est devenu le deuxième plus grand parti d'Allemagne, obtenant le soutien de près d'un électeur sur 5. Cela s'est traduit par 107 sièges sur 577 au Reichstag. Le Parti social-démocrate centriste a remporté le plus grand nombre de sièges, 143, ce qui le place en position de diriger le gouvernement. Le Parti communiste d'Allemagne a également obtenu de bons résultats, obtenant 77 sièges et terminant 3e. La montée des partis extrémistes reflète l'impact sévère de la Grande Dépression en Allemagne et la croissance des communistes permet aux nazis de se positionner comme une défense contre une éventuelle prise de pouvoir communiste. Goebbels, en tant que l'un des principaux propagandistes nazis, a joué un rôle central dans l'attisement des craintes concernant la montée communiste dans les années qui ont suivi. De 1930 jusqu'aux prochaines élections au Reichstag, il développa, en tant que Gauleiter de Berlin, de nouvelles méthodes pour diffuser le message nazi. Il a commencé à expérimenter avec des films muets, une stratégie qui allait devenir cruciale dans la promotion de l'idéologie nazie et de la propagande de guerre tout au long des années 1930 et 1940. La radio était également un outil puissant pour Goebbels.
Lorsque Hitler s'est présenté à la présidence allemande en 1932 et n'a pas gagné, Goebbels a géré la diffusion de messages radio réguliers. Ces émissions couvraient les fréquents voyages en avion d'Hitler à travers l'Allemagne pour assister à des défilés aux flambeaux, contribuant ainsi à renforcer le soutien parmi les protestants, les propriétaires d'entreprises de la classe moyenne et les femmes. Ces groupes étaient de plus en plus attirés par les nazis alors que le système bancaire allemand était au bord de l'effondrement en 1931 et que le gouvernement centriste de Berlin ne parvenait pas à obtenir des négociations sur l'allègement de la dette avec la Grande-Bretagne et la France. Même si Hitler n'a pas remporté l'élection présidentielle contre Paul von Hindenburg, un célèbre héros de la Première Guerre mondiale, il a tout de même réalisé des performances impressionnantes, en grande partie grâce à la propagande et à la planification stratégique de Goebbels. Cette forte performance indiquait que les nazis prenaient de l'ampleur et pouvaient s'attendre à un plus grand succès lors des futures élections. En 1932, dans le but d'empêcher les nazis et les communistes de prendre le pouvoir, une coalition de partis centristes gérait des gouvernements minoritaires depuis des mois. Cependant, lors des prochaines élections au Reichstag le 31 juillet 1932, les nazis sont devenus pour la première fois le plus grand parti d'Allemagne, en grande partie en raison des problèmes socio-économiques en cours. En 1932, le taux de chômage en Allemagne avait atteint près de 30%, l'épargne des gens avait été anéantie et le système bancaire était au bord de l'effondrement. Les gouvernements centristes semblaient incapables de résoudre la crise, bien qu'ils aient réussi à négocier l'annulation de la plupart de la dette allemande au titre des réparations de guerre. En manipulant habilement le ressentiment et la colère populaire face à ces conditions économiques désastreuses, le parti nazi a remporté 230 sièges aux élections du Reichstag de juillet 1932. Cela a fait des nazis, avec Goebbels comme force motrice majeure de leur propagande et de leurs campagnes électorales, le parti dominant en Allemagne à l'été 1932. Les élections de novembre 1932 prolongent l'impasse parlementaire, mais une solution se développe. Depuis plusieurs mois, une alliance difficile se formait entre le parti nazi, certaines forces politiques centristes et de puissants lobbyistes industriels qui dirigeaient des entreprises allemandes. Les industriels se méfiaient des nazis mais étaient prêts à soutenir Hitler, et le parti, Goebbels, était devenu le principal propagandiste pour savoir si cela signifiait empêcher la montée des partis de gauche, en particulier les communistes. En tant que tels, les industriels et les centristes ont convenu de collaborer avec les nazis en 1932 pour empêcher la montée du Parti communiste et de ses alliés à gauche de l'échiquier politique. L'ombre de la Russie soviétique, où les communistes ont pris le contrôle après la révolution russe de 1917, planait sur l'Allemagne en 1932. Cette peur a contribué à ouvrir la voie à l'ascension d'Hitler et à la chute éventuelle de la République de Weimar. Après de longues négociations, une coalition fut formée le 30 janvier 1933, faisant d'Hitler le chancelier de l'Allemagne. Les nazis ont obtenu 3 des 11 postes ministériels, bien que Goebbels n'ait initialement pas obtenu l'un de ces postes. Cependant, il n'a pas eu à attendre longtemps pour avoir une plus grande influence. Pour célébrer la nomination d'Hitler, Goebbels organisa un énorme défilé aux flambeaux à Berlin dans la nuit du 30 janvier 1933, attirant environ 60 000 partisans nazis, y compris des unités SS et SA. Cet événement préfigurait les défilés militaires qui allaient devenir courants dans l'Allemagne nazie au cours des 12 années suivantes. Le nouveau gouvernement a rapidement pris des mesures pour renforcer son emprise sur le pouvoir. À partir de février 1933, ils réprimèrent le Parti communiste et d'autres groupes de gauche. Un incendie dans le bâtiment du Reichstag. Le 28 février a été utilisé comme excuse pour adopter des lois d'urgence qui ont élargi les pouvoirs du gouvernement. Cela a conduit à des élections anticipées le 5 mars, où les nazis ont utilisé l'intimidation et la fraude des électeurs, mais n'ont réussi à obtenir que 44% des voix, ce qui leur a donné 288 sièges au Reichstag. Néanmoins, cela a suffi pour que les nazis prennent des mesures drastiques. Le 23 mars 1933, ils exclurent les communistes et d'autres personnes du Reichstag et intimidèrent les autres partis pour qu'ils adoptent la loi d'habilitation. Cette loi permettait au chancelier et à son gouvernement de contourner le Parlement
et de gouverner par décret pendant 4 ans. L'adoption de la loi d'habilitation a effectivement mis fin à la République de Weimar et a établi un régime nazi à parti unique en Allemagne. Maître de la manipulation, la machine de propagande de Goebbels et la formation de l'idéologie nazie. Goebbels n'a pas eu à attendre longtemps pour obtenir le rôle ministériel qu'il souhaitait. Le 14 mars 1933, Hitler le nomma à la tête du nouveau ministère du Reich pour l'instruction publique et la propagande. Au cours des 12 années suivantes, pendant le règne du Troisième Reich allemand, Goebbels a utilisé ce ministère pour répandre l'idéologie nazie à travers l'Allemagne et l'Europe. Les vues de Goebbels sur le rôle et l'efficacité de la propagande ont été clairement exposées dans un discours qu'il a prononcé en 1928, intitulé « L'art de la propagande ». Il a expliqué « La propagande est bonne si elle peut attirer et enthousiasmer les gens autour d'une idée au fil du temps. Si ce n'est pas le cas, c'est de la mauvaise propagande. S'il atteint son objectif et convainc les personnes qu'il visait à atteindre, il réussit. Personne ne devrait critiquer la propagande parce qu'elle est trop simple, dure ou offensante. La seule chose qui compte, c'est de savoir si cela fonctionne. La propagande n'est pas censée être douce ou humble, c'est censé être efficace. » Goebbels croyait que la fin justifiait toujours les moyens de la propagande d'État et que toutes les méthodes, aussi dures ou malhonnêtes soient-elles, étaient acceptables si elles promouvaient les objectifs d'Hitler et du parti nazi. Le vaste contrôle que Goebbels cherchait à exercer par le biais de son ministère est évident dans sa structure. Le département était divisé en plusieurs branches traitant de différents aspects de la vie culturelle et publique allemande, notamment la radiodiffusion, la presse nationale et étrangère, le cinéma, la censure, les arts, la musique, le théâtre, les rassemblements de masse, les politiques raciales, l'endoctrinement des jeunes et la lutte contre toute propagande opposée à l'État nazi. Au cours des 12 années suivantes, depuis son bureau en face de celui d'Hitler à la chancellerie du Reich, Goebbels a joué un rôle central dans la formation de l'idéologie du parti nazi et du Troisième Reich. L'historien David Irving, connu pour ses opinions controversées, l'a même appelé le cerveau du Troisième Reich dans une biographie détaillée, soulignant l'influence de Goebbels sur la perception du public allemand des nazis et de leur régime. Les méthodes de propagande de Goebbels étaient diverses et percutantes. L'une de ses premières actions majeures a été la répression sévère de l'art et de la culture allemands. Les écrivains et les artistes considérés comme anti-allemands ont été réduits au silence et leurs œuvres ont été détruites ou supprimées. Goebbels a également joué un rôle clé dans l'organisation d'autodafés massifs de livres à travers l'Allemagne, le plus notable ayant eu lieu le 10 mai 1933. Cette nuit-là, à Berlin, des étudiants allemands ont dirigé l'autodafé de plus de 25 000 livres considérés comme non-allemands, y compris des œuvres de Karl Marx, Erich Maria Remarque, Albert Einstein et Sigmund Freud. Lors de l'autodafé de son livre à Berlin, Goebbels a prononcé un discours devant des milliers de personnes, les exhortant à rejeter ce qu'il appelait la corruption morale que ces livres représentaient, tout en insufflant à ces mots l'antisémitisme qui était une caractéristique du parti nazi. Il a déclaré « L'ère de l'intellectualisme juif est terminée ». Cet événement a marqué un contraste frappant avec le jeune doctorant et écrivain en herbe de 1921, alors qu'il orchestrait maintenant la destruction des livres et de la culture. Au cours des années suivantes, Goebbels a continué à remodeler la culture allemande pour s'aligner sur les objectifs nazis, en particulier par le biais de la Chambre de la culture du Reich, qu'il a contribué à créer en septembre 1933. Cette période a vu de nombreux auteurs de premier plan, comme Thomas Mann, choisir de quitter l'Allemagne alors que l'atmosphère oppressive s'intensifiait. Les arts ont été entièrement exploités pour la cause nazie. Par exemple, les nouveaux films produits en Allemagne à partir de ce moment-là contenaient souvent des messages nazis, parfois subtils, mais toujours en faveur de l'agenda nazi. Ce film dépeignait souvent Hitler comme le sauveur de l'Europe contre la menace du bolchevisme et du communisme prenant le contrôle de l'Allemagne et du reste du continent. Le contrôle de Goebbels sur l'industrie cinématographique allemande est devenu absolu en mars 1937 lorsqu'elle a été nationalisée et est passée presque entièrement sous le contrôle de son ministère. À cette époque, il exprima son point de vue sur la façon dont le cinéma pouvait être utilisé comme
un art qui exprime une attitude à travers son caractère national-socialiste et en abordant les problèmes nationaux socialistes, mais qui devait le faire d'une manière qui ne semblait pas délibérée et restait en arrière-plan. Plus conséquents encore furent l'exploitation et le contrôle de Goebbels sur la presse nationale et les méthodes de communication. Sous la République de Weimar, l'Allemagne comptait plus de journaux que presque tous les autres pays européens. Mais sous le ministère de Goebbels, le parti nazi a effectivement pris le contrôle des principaux journaux. Les journalistes étaient informés par le ministère de Goebbels et se faisaient souvent dicter ce qu'ils imprimaient par l'appareil du parti. Les journalistes qui s'écartaient du message nazi étaient souvent intimidés ou arrêtés. Son contrôle et son exploitation des nouveaux types de médias de masse étaient encore plus complets. Sous sa direction, le ministère de l'Instruction publique et de la propagande distribue des millions de radios aux Allemands. C'était le moyen de communication de masse préféré par Goebbels pour endoctriner le peuple allemand. Au cours de la seule première année du régime nazi, plus de 50 discours d'Hitler ont été diffusés à la radio. Le médium émergent qu'est le cinéma a également été largement utilisé de cette manière, et des haut-parleurs ont été installés dans les lieux publics dans toute l'Allemagne afin que les messages d'État puissent être diffusés en permanence au public. Goebbels a également joué un rôle clé dans l'organisation des rassemblements massifs du parti nazi organisés à travers l'Allemagne. Le plus tristement célèbre a été le congrès du parti nazi à Nuremberg en 1934, immortalisé dans le film de propagande de Leni Riefenstahl, Le triomphe de la volonté. Ce film, qui a remporté de nombreux prix en Europe dans les années 1930, est considéré comme l'une des pièces de propagande politique les plus efficaces jamais réalisées. Le renforcement constant du message nazi à travers de tels rassemblements et films a eu un impact significatif au fil du temps. Au départ, les nazis n'ont jamais réussi à obtenir plus d'un tiers des voix allemandes. Lors des dernières élections libres au Reichstag en novembre 1933, ils n'ont reçu qu'un tiers des voix. Cependant, à la fin des années 1930, en grande partie grâce aux efforts de propagande de Goebbels, les nazis avaient acquis une grande popularité et la foi dans le leadership d'Hitler était immense. Ce soutien croissant était évident lors du référendum tenu le 19 août 1934 pour nommer officiellement Hitler comme Führer, combinant les rôles de chancelier et de président. Le référendum a été adopté à une majorité écrasante de 88% en faveur, un résultat qui n'était que partiellement frauduleux. Cela indiquait la popularité croissante des nazis, et il est clair que le travail de Goebbels en tant que propagandiste a joué un rôle crucial dans leur succès après leur prise de pouvoir dans les années 1930. Puissance montante et persécution impitoyable. Le rôle de Goebbels dans l'antisémitisme nazi et les machinations politiques. Dans le même temps, le pouvoir politique de Goebbels s'accroissait dans les années 1930. Il n'était généralement pas aimé par ses collègues du gouvernement. Un article du magazine Life en 1938 notait que Goebbels n'aime personne, n'est aimé de personne et dirige le département nazi le plus efficace. Malgré sa distance, il était l'un des plus proches confidents d'Hitler. Lorsque Hitler décida de combiner les fonctions de chancelier et de président allemand après la mort du président Paul von Hindenburg en août 1934, c'est Goebbels qui en fit l'annonce par radio à la nation allemande le 2 août. Hitler se rapprocha également de la famille de Goebbels. Le 19 décembre 1931, Goebbels épousa Magda Ritschl. Ils ont eu plusieurs enfants dans les années 1930 et leur famille est devenue connue sous le nom de première famille du Reich, car Hitler est resté célibataire sans enfants. L'importance de Goebbels dans le régime a été renforcée lorsqu'il a été nommé président du comité d'organisation des Jeux olympiques d'été et d'hiver de 1936 à Berlin, un rôle majeur qui l'a placé sous les feux de la rampe internationale. Goebbels était également profondément impliqué dans la persécution croissante de la population juive d'Allemagne après l'arrivée au pouvoir des nazis. Son antisémitisme était de longue date et l'une des principales raisons de son attirance pour le parti nazi et Hitler dans les années 1920. Cependant, il y avait des contradictions dans ses opinions antisémites. Au cours de ses années d'études, il a eu des relations étroites avec plusieurs enseignants juifs et est sorti avec Else Janke, une enseignante juive, pendant plusieurs années au début des années 1920, envisageant même de l'épouser.
Malgré ces contradictions, Goebbels est rapidement devenu l'un des persécuteurs les plus enthousiastes des Juifs d'Allemagne, après la prise du pouvoir par les nazis en 1933. En octobre de la même année, il est responsable de l'adoption de la loi sur la presse du Reich, qui retire tous les rédacteurs juifs des journaux allemands et autres organes de presse. SEs, journaux intimes de ces années, mentionnent fréquemment les efforts visant à dégifier la culture allemande. Lorsque les lois de Nuremberg ont été adoptées le 15 septembre 1935, interdisant effectivement aux Juifs d'avoir la citoyenneté allemande et d'épouser des Allemands, Goebbels a rapidement justifié ces interdictions et attaques contre les Juifs par des articles de propagande publiés dans des médias comme le journal Der Stürmer. Sa propagande a continué à alimenter l'antisémitisme croissant de l'État nazi, alors que les premiers camps de concentration ont été mis en place en Allemagne pour héberger des prisonniers politiques, dont de nombreux Juifs. Au début de novembre 1938, Goebbels a joué un rôle central dans le pire pogrom antisémite en Allemagne, avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Le 7 novembre 1938, un adolescent juif du nom de Herschel Greenspan a tiré sur un diplomate allemand, Ernst vom Rath, à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Vom Rath est mort 2 jours plus tard, le 9 novembre. Ce soir-là, Goebbels prononça un discours lors d'un événement commémorant le 15e anniversaire du putsch de la brasserie de 1923, où il signala que les actes de violence spontanés et les attaques contre les Juifs et leurs biens seraient tolérés par le gouvernement en réponse à la mort de Vom Rath. Un rapport ultérieur a indiqué que le discours de Goebbels visait à suggérer que, bien que le parti nazi et le gouvernement ne souhaitaient pas être perçus comme incitant directement à des représailles contre la communauté juive, ils approuvaient effectivement de telles actions à mener de manière non officielle. Cela a conduit à une nuit de violence généralisée le 9 novembre 1938, connue sous le nom de Kristallnacht ou la nuit de cristal. Les forces paramilitaires nazies et des gangs de citoyens allemands ont attaqué des entreprises, des maisons et des synagogues juives à travers l'Allemagne. Environ 100 juifs ont été assassinés, plus de 200 synagogues ont été saccagées ou détruites, et environ 7000 commerces juifs ont vu leurs fenêtres brisées ou ont été endommagés d'une autre manière. Prélude à la catastrophe, le rôle de Goebbels dans la nuit de cristal et la marche vers la Seconde Guerre mondiale. Peut-être jusqu'à 30 000 juifs ont également été détenus sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces et confinés dans les nouveaux camps de concentration qui prolifèrent dans toute l'Allemagne. Les effets psychologiques étaient encore pires et les Juifs d'Allemagne devinrent parfaitement conscients qu'ils étaient constamment menacés. On estime que plusieurs centaines de Juifs se sont suicidés dans les jours et les semaines qui ont suivi le pogrom, et de nombreuses familles juives ont commencé à envisager de quitter l'Allemagne. Cependant, la nuit de cristal n'était qu'un avertissement des horreurs à venir. Alors que Goebbels était l'un des plus ardents partisans et des acteurs clés de la politique antisémite croissante de l'Allemagne, il était moins enthousiaste à propos de la dérive de l'État nazi vers la guerre à la fin des années 1930. Les nazis s'étaient depuis longtemps engagés à rétablir la puissance militaire allemande, défiant les lourdes restrictions imposées à l'armée et à l'armée de l'air allemande par le traité de Versailles. À partir de 1933, Hitler et les dirigeants nazis ont commencé à développer l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe et l'armée allemande, la Wehrmacht. Le 7 mars 1936, des troupes allemandes furent envoyées dans la région de Rhénanie, en Allemagne de l'Ouest, qui avait été établie en tant que zone démilitarisée selon les termes de Versailles. D'autres agressions ont suivi. Le 12 mars 1938, l'Allemagne annexa l'Autriche, unissant les deux pays germanophones sous le régime nazi. L'Anschluss, comme on l'appela, mit en évidence les intentions agressives de l'Allemagne en Europe, provoquant une peur croissante de la guerre parmi les autres puissances européennes à partir du début de 1938. Cependant, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain a tenté d'apaiser Hitler par des concessions dans les mois qui ont suivi, en particulier lorsque les nazis ont commencé à revendiquer la région des Sudètes en Tchécoslovaquie à l'automne 1938. Le 14 septembre 1938, Goebbels publia un éditorial agressif dans le Völkischer Beobachter,
promouvant les revendications allemandes sur la région en raison du grand nombre de personnes d'origine allemande qui y vivaient. Au début d'octobre 1938, l'Allemagne reçut les Sudètes en échange d'une promesse qu'Hitler respecterait l'indépendance de la Tchécoslovaquie. Cette promesse a été rompue au début de mars 1939 lorsque l'Allemagne a envahi la Tchécoslovaquie. Dans les jours qui ont suivi, le pays et la Hongrie voisine ont été soit annexés par l'Allemagne, soit transformés en États satellites. Au printemps 1939, les nazis étaient devenus les dirigeants de l'Europe centrale. La Grande-Bretagne et la France se rendirent compte que Hitler ne pouvait pas être apaisé. Lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne le 1er septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne 2 jours plus tard, le 3 septembre 1939, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Au début, la guerre a été un grand succès pour l'Allemagne. La Pologne a été rapidement envahie et divisée entre l'Allemagne et la Russie soviétique à l'automne 1939, à la suite d'un pacte de non-agression entre les deux nations, malgré leurs différences idéologiques. En avril 1940, l'Allemagne envahit et conquiert rapidement le Danemark et la Norvège. Dans la nuit du 9 mai 1940, après des mois de renforcement militaire, la Wehrmacht reçut l'ordre d'envahir la France par les Pays-Bas des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. Au cours des 5 semaines suivantes, la France connaît un effondrement militaire total. Paris a été capturé le 14 juin 1940, mettant ainsi fin à la campagne. Un armistice est signé le 25 juin 1940, ouvrant la voie à l'établissement d'un gouvernement fantoche en France. L'Allemagne avait effectivement conquis l'Europe occidentale, et la Grande-Bretagne avait à peine réussi à évacuer son armée d'Europe continentale vers la Grande-Bretagne. Entre le 26 mai et le 4 juin, plus de 300 000 soldats ont été évacués de Dunkerque, une ville portuaire du nord de la France. Cette évacuation a permis à la Grande-Bretagne de poursuivre la guerre. L'Allemagne a ensuite lancé des campagnes de bombardement, connues sous le nom de Blitz en 1940 et 1941 pour affaiblir la détermination britannique, mais ces efforts ont finalement été infructueux. Malgré les premiers succès de l'Allemagne, Goebbels était moins enthousiaste quant aux perspectives de guerre en 1939 que de nombreux autres hauts responsables nazis. Parfois, il était assez réaliste. Par exemple, une note dans son journal en avril 1940 note « Nous devons remporter la victoire dans le courant de cette année. Sinon, la supériorité matérielle du côté opposé deviendrait trop forte. Une guerre de plusieurs années serait également difficile à maintenir pour des raisons psychologiques. Néanmoins, Goebbels était au cœur de l'effort de guerre. Le ministère de l'Instruction publique et de la propagande du Reich était chargé de façonner le message de l'État sur la guerre et de contrôler ce que les citoyens allemands recevaient des informations sur le conflit en cours. Dès le début de l'invasion des Pays-Bas et de la France, en mai 1940, Goebbels a écrit et publié des éditoriaux qui ont été diffusés à l'échelle nationale sur la radio allemande et souvent imprimés dans les journaux. Entre mai 1940 et le printemps 1945, Goebbels publie 218 éditoriaux dans le journal qu'il a fondé, Das Reich, l'Empire, qui est publié chaque semaine. Les écrits de Goebbels, glorifiant l'effort de guerre et dénonçant les ennemis de l'Allemagne, étaient une présence constante dans le journal. Au fur et à mesure que la guerre progressait, Goebbels utilisait de plus en plus le cinéma pour glorifier l'effort de guerre allemand dans son pays et à l'étranger. Les films montrant les armées allemandes avançant à travers la Pologne et la France sont devenus des incontournables de la vie allemande. Cependant, à partir de la fin de 1941, alors que l'armée allemande commençait à faire face à de nouveaux revers, ces représentations de la bravoure allemande ont dû être de plus en plus trafiquées. Le rôle de Goebbels s'est déplacé vers la gestion des attentes du peuple allemand. À partir du printemps 1942, il s'est concentré sur la promotion de la détermination dans une guerre qui ne se terminerait pas de sitôt et qui était probablement vouée à se terminer par une défaite allemande. Goebbels a également joué un rôle central dans la persécution de plus en plus brutale des Juifs en Allemagne et en Europe occupée. Le 30 janvier 1939, Hitler prononça un discours au Reichstag que Goebbels avait aidé à rédiger, déclarant que si l'Europe était plongée dans la guerre, le peuple juif serait tenu responsable
et que l'anéantissement des Juifs d'Europe serait entrepris. Cette menace a été systématiquement mise en œuvre dans les années qui ont suivi. Après la conquête de la Pologne, un ghetto massif a été établi à Varsovie en octobre 1939, peuplé en grande partie par l'importante population juive de Pologne. Le mois suivant, les Juifs polonais ont été légalement tenus de porter des brassards ou des étoiles jaunes pour s'identifier comme juifs. Cette exigence a finalement été imposée en Allemagne par l'ordre direct de Goebbels en septembre 1941. Le 20 mai 1940, un camp de concentration a été établi à Auschwitz, dans le sud de la Pologne, qui allait devenir l'épicentre de l'Holocauste dans les années à venir. Cependant, la phase la plus horrible de la persécution du peuple juif par l'État nazi n'a eu lieu qu'en 1942. Le 20 janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee dans la banlieue de Berlin, le parti nazi décida effectivement de commencer l'extermination systématique des Juifs dans l'Europe occupée par les nazis. Ce plan, connu sous le nom de solution finale, a abouti à l'Holocauste, qui a vu environ 6 millions de Juifs assassinés entre 1942 et la fin de la guerre en 1945. Goebbels a joué un rôle important dans la persécution des Juifs d'Europe et le développement de la solution finale et de l'Holocauste. Dans une allocution radiophonique le 16 novembre 1941, alors que la hiérarchie nazie développait une approche plus extrême envers les Juifs, Goebbels exprima clairement son point de vue. Il a affirmé que les Juifs étaient responsables de la guerre qui a englouti l'Europe et une grande partie du monde. Les Juifs, affirmait Goebbels, recevaient une punition qui est certainement dure, mais plus que méritée. Il a poursuivi: les Juifs doivent être retirés de la communauté allemande, car ils mettent en danger notre unité nationale. Il s'agit d'un principe élémentaire d'hygiène raciale, nationale et sociale. Qui se soucie de leurs difficultés? L'antisémitisme de Goebbels était extrême au début des années 1940, comme en témoigne la production de films de propagande antisémite pendant la guerre, tels que Le Juif éternel, réalisé en 1940. Dans ce film, les Juifs sont dépeints comme des parasites sapant l'ordre social et politique. Les efforts de Goebbels pour influencer l'opinion publique contre les Juifs d'Allemagne et d'Europe ont été en grande partie responsables de la création d'un environnement où des centaines de milliers de personnes sont devenues au moins partiellement complices du meurtre de millions de Juifs d'Europe dans les années qui ont suivi. De plus, il ne fait aucun doute que Goebbels était parfaitement conscient de ce qui se passait à Auschwitz et dans les autres camps d'extermination et de travail en Europe centrale et orientale. Après avoir reçu les détails de la conférence de Wannsee au début de mars 1942, Goebbels nota dans son journal qu'il supposait qu'environ 40% des Juifs de ces camps seraient mis au travail pour produire des armements et d'autres matériels de guerre, mais dans une tournure de phrase effrayante, il déclara que les 60% restants seraient presque certainement liquidés. Goebbels a été l'un des principaux architectes de la politique soutenue d'antisémitisme dans l'Allemagne nazie et de l'Holocauste lui-même. Alors que les Juifs de Berlin étaient déportés dans des camps de concentration au début de l'été 1942, Goebbels exhorta Hitler à accélérer ce processus. Il a même suggéré qu'il serait peut-être plus efficace de les liquider à Berlin plutôt que de les envoyer dans les camps. Alors que la solution finale était en cours d'élaboration, la fortune allemande dans la guerre déclinait. À l'été 1941, Hitler déplaça son attention de la Grande-Bretagne et de l'Europe occidentale vers l'Est. Il croyait qu'il était temps d'affronter la Russie bolchevique et d'acquérir le Lebensraum, ou espace vital pour le peuple allemand en Europe de l'Est. Le 22 juin 1941, l'opération Barberousse est lancée et une armée de 3 millions d'Allemands envahit la Russie. Dans les semaines qui ont suivi, l'Empire soviétique en Europe de l'Est s'est effondré alors que les armées russes, mal entraînées et équipées, étaient dévastées par l'avancée des forces allemandes. À l'automne, le dictateur soviétique Joseph Staline envisageait de négocier les termes de la paix, ce qui aurait abouti à ce que l'État soviétique cède une grande partie de l'Europe de l'Est au Troisième Reich allemand. Cependant, les ambitions d'Hitler ont pris le dessus. Envisageant une victoire totale sur le bolchevisme, il dirigea d'autres poussées vers les grandes villes russes de Leningrad, Moscou et Stalingrad. Ce sera le moment fatal pour le Troisième Reich. Total War, les mesures désespérées de Goebbels et le renversement de la Seconde Guerre mondiale.
Alors que le rude hiver russe de 1941 s'installe, la progression de l'armée allemande vers l'Est ralentit considérablement. Ils ont fait face à une armée russe qui, bien qu'ayant subi d'énormes pertes, disposait d'une main-d'œuvre apparemment inépuisable. La Wehrmacht allemande, mal préparée pour l'hiver avec des vêtements et des armes inadéquats, commence à subir des revers importants sur le front de l'Est. Goebbels a joué un rôle central dans la résolution de ces défis. Le 17 décembre 1941, il est chargé d'une campagne en Allemagne pour collecter des vêtements d'hiver dont les troupes sur le front de l'Est ont un besoin urgent. Au printemps 1942, une impasse s'était développée sur les fronts près de Leningrad, Moscou et Stalingrad. Cette dernière ville subissant l'un des sièges les plus sanglants et les plus catastrophiques de la guerre moderne. À l'approche de l'hiver 1942, davantage de ressources ont été déversées à Stalingrad, qui était devenu le point central de la guerre. C'est là que se déciderait la confrontation entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique. Lorsque le siège s'est finalement terminé au début de 1943 par une victoire soviétique, l'issue de la guerre était effectivement scellée. Les Russes ont commencé leur avancée implacable vers l'ouest, récupérant tous les territoires d'Europe centrale et orientale que les nazis avaient occupés entre 1939 et 1941. La fortune du Troisième Reich a continué à décliner. Un front sud s'ouvre en Italie lorsqu'une force combinée britannique et américaine envahit la Sicile le 10 juillet 1943. Le front occidental a été établi lorsque les alliés occidentaux ont envahi la France le jour J, le 6 juin 1944. À partir de 1942, Goebbels a joué un rôle de plus en plus important dans l'effort de guerre alors que l'Allemagne faisait face à des revers militaires de plus en plus importants. Des recherches récentes ont montré que plusieurs dirigeants nazis, dont Hitler et Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, sont devenus de plus en plus incapables en raison de diverses maladies et de la toxicomanie, Göring étant fortement dépendant des opiacés. Alors qu'Hitler sombrait dans un état d'illusion sur les perspectives de guerre de l'Allemagne et nécessitait des quantités toujours plus importantes d'analgésiques, une plus grande partie de la direction quotidienne du gouvernement de Berlin tombait sur les épaules de Goebbels, d'autant plus qu'Hitler était souvent isolé dans un bunker militaire en Pologne. Goebbels était l'un des plus clairvoyants parmi les dirigeants allemands. Alors qu'Hitler restait largement délirant sur les perspectives de victoire jusqu'à la fin de la guerre, Goebbels était conscient dès 1942 de l'improbabilité d'une victoire allemande, surtout après l'arrêt de la campagne russe en 1941. Cela est devenu encore plus clair à l'hiver 1942, lorsque l'Allemagne a été vaincue à la bataille de Stalingrad. En conséquence, à partir du printemps 1943, Goebbels a commencé à plaider pour ce qu'il a appelé la guerre totale, ce qui signifie que toutes les ressources de l'État seraient utilisées au maximum pour combattre la guerre. Le 18 février 1943, lors d'une réunion de fidèles nazis au Sportpalast de Berlin, un immense stade de la capitale, Goebbels prononça ce qui est considéré comme son discours le plus célèbre. Il affirmait que les Allemands devraient adopter un mode de vie spartiate et épuisant, travaillant 14 à 16 heures par jour pour maintenir l'effort de guerre. Cela, selon lui, était nécessaire pour empêcher l'Europe de tomber presque entièrement sous le contrôle de la Russie bolchevique. Suscitant les milliers de participants choisis pour leur forte loyauté nazie, il a terminé son discours en demandant à la foule frénétique « Voulez-vous une guerre totale ?» Le fanatisme final, le rôle de Goebbels dans la défense désespérée du Reich. Bien qu'Hitler ait finalement été convaincu par l'idée d'une guerre totale, il n'a officiellement nommé Goebbels comme plénipotentiaire du Reich pour l'effort de guerre totale que le 23 juillet 1944. C'était seulement 3 jours après une tentative de coup d'État manquée par des officiers supérieurs de la Wehrmacht qui ont tenté d'assassiner Hitler et de mettre fin à la guerre. Choqué par la tentative de coup d'État, Hitler s'engagea rapidement dans le plan extrême de guerre totale de Goebbels. Dans ce nouveau poste, Goebbels était chargé de mobiliser toutes les parties de la société pour soutenir l'effort militaire. Cette nomination était une confirmation majeure de l'ancienneté de Goebbels au sein de la direction nazie, reconnaissant essentiellement que Goebbels avait supplanté Hermann Göring en tant que commandant en second d'Hitler et était maintenant son successeur désigné.
Les efforts de Goebbels pour mettre en œuvre ses idées de guerre totale dans les semaines et les mois qui suivirent rencontrèrent des résultats mitigés. Il s'est d'abord concentré sur l'augmentation du nombre d'hommes entrant dans les forces armées. Les effectifs de la Wehrmacht allemande avaient considérablement diminué en 1942 et 1943 en raison des énormes pertes sur le front de l'Est. Avec l'ouverture de fronts supplémentaires en France et en Italie, l'armée allemande était extrêmement sollicitée en 1944. Pour remédier à cette situation, Goebbels a fait passer de 45 à 55 ans la limite d'âge pour les femmes allemandes requises pour travailler dans les usines. Cela libéra de nombreux hommes travaillant dans les usines pour le service actif au front. Malgré ces mesures, les efforts n'ont pas été efficaces. En 1944, l'État allemand manquait de ressources et de main-d'œuvre. Les hommes supplémentaires enrôlés dans l'armée allemande ne faisaient que remplacer ceux qui mouraient ou étaient capturés quotidiennement, alors que les Russes avançaient de l'Est et les Américains et les Britanniques de l'Ouest et du Sud. En fin de compte, la guerre totale n'a guère abouti à plus qu'appauvrir davantage le peuple allemand et à enrôler des vieillards et des garçons dans l'armée allemande au cours des dernières étapes désespérées de la guerre à l'hiver 1944 et au printemps 1945. Pourtant, Goebbels n'a jamais vacillé. Le dernier de ses 218 éditoriaux de guerre dans Das Reich appelait à la résistance jusqu'au bout, alors même que les armées soviétiques se rapprochaient du centre de Berlin. En janvier 1945, les forces soviétiques traversèrent l'Allemagne de l'Est, tandis que les Américains et les Britanniques avançaient simultanément en Rhénanie, en Allemagne de l'Ouest. Cela fait suite à une lutte acharnée dans la forêt ardennaise de Belgique et du Luxembourg en décembre 1944 et janvier 1945. La défaite allemande n'était clairement qu'à quelques mois. Hitler et les dirigeants nazis s'accrochaient à l'espoir qu'une brouille pourrait se produire entre les alliés anglophones et les Russes, ce qui pourrait jouer en faveur de l'Allemagne. Cependant, cela ne s'est jamais produit. Au printemps 1945, la seule question était de savoir si les Russes avançant depuis l'Est ou si les Britanniques et les Américains de l'Ouest s'empareraient de Berlin en premier. Malgré ces revers, l'engagement de Goebbels en faveur de la guerre totale n'a jamais faibli. Son fanatisme s'exprima avec le plus de force dans les dernières semaines de la guerre, dans un article de la revue Das Reich, publié le 22 avril 1945, intitulé « La résistance à tout prix ». Dans cet article, Goebbels a mis à nu sa volonté de tout laisser détruire en Allemagne pour défendre les restes du Reich. La guerre a atteint un stade où seuls les efforts de la nation et de chaque individu peuvent nous sauver. La défense de notre liberté ne dépend plus de l'armée qui se bat au front. Chaque civil, chaque homme et chaque femme, chaque garçon et chaque fille doit se battre avec un fanatisme sans égal. Aucun village ni aucune ville ne peut céder à l'ennemi. Les derniers jours de Goebbels, son influence durable sur le Troisième Reich, c'est peut-être le fanatisme inébranlable de Goebbels et son engagement envers la cause nazie dans les derniers jours du Troisième Reich, qui ont conduit Hitler à nommer son ministre de la propagande comme son successeur lorsqu'il a décidé de mettre fin à ses jours le 30 avril 1945. Les quelques heures que passa Goebbels à la tête de l'État allemand furent une sombre conclusion à sa propre vie. Le 1er mai, un jour après le suicide d'Hitler, Goebbels envoya une offre de cessez-le-feu au général Vassili Tchoukov, le chef de l'assaut de l'armée soviétique sur Berlin. Lorsque cela a été rejeté, il a décidé de suivre l'exemple de son maître. Plus tard dans la journée, Joseph et Magda Goebbels ont mis leurs 6 enfants sous sédatifs avec de la morphine avant de les tuer en les nourrissant de force au cyanure une fois qu'ils avaient perdu connaissance. Joseph et Magda sont ensuite montés à l'étage et se sont suicidés dans le jardin de la chancellerie du Reich, mettant ainsi fin à la vie du cerveau derrière une grande partie de l'idéologie du parti nazi. Leurs corps ont été découverts le 2 mai 1945, lorsque les troupes soviétiques ont pris le contrôle du complexe de bunkers de la chancellerie du Reich. Les détails exacts de la mort des enfants ont été reconstitués à travers les récits de plusieurs témoins, dont Rochus Mich, l'opérateur téléphonique du bunker, et les enquêtes ultérieures des autorités soviétiques. Peu d'individus ont joué un rôle aussi critique dans l'élaboration du Troisième Reich que Joseph Goebbels. Avant l'arrivée au pouvoir du parti et en tant que ministre de l'instruction publique et de la propagande du Reich, il a joué un rôle clé
dans la présentation du message nazi aux citoyens allemands et au reste du monde. L'image que nous avons du parti nazi, dominé par d'énormes défilés avec d'énormes bannières rouges et noires, est en grande partie due à la chorégraphie et à la conception de ces événements par Goebbels et à l'image publique des nazis. À partir de 1939, Goebbels a été le personnage décisif pour déterminer quelles informations sur l'effort de guerre étaient fournies aux citoyens allemands et comment elles étaient présentées. Il a également poussé à une guerre totale de plus en plus fanatique en tant que plénipotentiaire pour la guerre totale. De plus, il a joué un rôle central dans l'évolution de la solution finale et de l'Holocauste des Juifs d'Europe. Partisan zélé d'Hitler, Goebbels était peut-être le plus lucide des dirigeants nazis sur les perspectives de victoire allemande dans la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, son adhésion fanatique au Führer et aux principes du national-socialisme l'a conduit à préférer entraîner l'Europe au bord de la destruction totale. Étant donné à quel point son idéologie s'alignait sur celle d'Hitler, il n'est peut-être pas surprenant que le Führer l'ait désigné comme son successeur.